Alors finalement, Chine, est-ce qu'effectivement l'usage des IA accroît le risque de désinformation? Est-ce que des organismes parviennent finalement à infecter les IA pour influencer leurs réponses aussi? Oui, alors on le disait, l'IA générative, elle peut évidemment servir à créer de faux contenus, des Ouais. vidéos, des extraits audio, et cetera, des images. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'effectivement, ce que les acteurs malveillants ont compris, c'est que de plus en plus, les utilisateurs, les consommateurs d'informations vont se tourner vers l'IA générative Mmh. pour consommer l'information, même si c'est pas peut-être son objectif ou la raison pour laquelle on est censé se servir de l'IA générative. Mais ils le font de plus en plus. Effectivement, déjà 15% des jeunes, ça peut paraître peu, mais c'est énorme et ça va augmenter. Et les IA, les producteurs d'IA générative, les développeurs ne mettent pas, pour l'instant, les garde-fous nécessaires, ce qui fait qu'elles sont, ces IA génératives, très vulnérables quand il s'agit de donner des informations fiables sur l'actualité. Alors juste un exemple. L'infection, hein, des réponses des IA génératives, hein, c'est le terme. Ouais, alors l'infection, c'est en fait il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que les IA génératives ne sont pas n'arrivent pas à Mmh. distinguer le vrai du faux, à trier les sources, et donc elles sont assez inefficaces quand on leur pose des questions sur l'actualité. Elles vont donner des réponses qui peuvent paraître efficaces au sens où c'est statistiquement la chose qui apparaît le plus en ligne, mais pas efficace par rapport à la justesse de l'information. Ça, c'est quelque chose qu'on voit mois après mois. On fait un audit mensuel depuis juillet de l'année dernière, donc depuis un an, pour mesurer quelle est la propension des IA génératives, donc les principales IA génératives, ChatGPT, Claude, tous les outils disponibles sur le marché, Mmh. quelle est leur propension à répéter de fausses informations quand on leur pose une question liée à une de ces fausses informations, qu'on soit un utilisateur un peu conspi ou qu'on soit juste un utilisateur lambda qui se pose une question, ou qu'on veuille produire du contenu en masse sur cette infox. Dans 26% des cas depuis un an en moyenne sur l'ensemble de l'industrie, les chatbots vont répéter la fausse information. Mmh. Donc ça, c'est la vulnérabilité. Ouf. Et cette vulnérabilité, elle existe. Donc les acteurs malveillants l'ont identifiée et ils ont développé une stratégie. Ils se sont dit, ah bah tiens, il y a cette vulnérabilité. En plus, les utilisateurs vont de plus en plus consommer l'actu via ces outils. Donc nous, on peut en profiter pour imposer nos récits, nos infox, et faire que les chatbots répètent ce qu'on a envie qu'elles répètent. Donc ça c'est Et c'est l'infection qui les plus forts à ce petit des jeu IA alors génératives. finalement? Et pour l'instant, on voit que les Russes Ouais. sont ceux qu'en tout cas nous on a identifiés comme en avance sur ce sujet. Notamment un des informateurs assez connus qui s'appelle John Mark Dougan, qui est américain mais réfugié à Moscou, qui est un ancien shérif adjoint de Floride, qui est aujourd'hui un propagandiste du Kremlin, qui s'inscrit dans une opération plus large de désinformation qui s'appelle Storm 1516, qui a notamment ciblé la France de manière assez accélérée depuis quelques mois. John Mark Dougan, il a très bien compris ça. Il a créé des centaines de sites générés par IA. Donc, il se targue que son serveur chez lui écrit entre 90 000 et 200 articles par mois, 200 000 Ah articles par oui. mois sans qu'il ait rien à faire. Et il le disait lors d'une table ronde récemment à Moscou avec des fonctionnaires russes, qui a été diffusée sur YouTube, donc on a pu voir. Il le disait, il faut pas avoir peur de l'IA, il faut s'en servir. Si on impose les récits russes de manière large, on va pouvoir infléchir l'IA mondiale et la faire reproduire les récits russes. Ouais. Oh là là. Et on a fait une étude sur un autre réseau, alors qui est distinct de John Mark Dougan, mais qui est pour le coup un vaste réseau de blanchiment des récits du Kremlin. C'est un réseau de sites qui s'appelle Pravda, qui est aussi connu sous le nom de Portal Combat. C'est comme ça que Viginum l'a nommé. Phénomène, oui. C'est à peu près 150 sites dans près de 50 langues qui se font passer pour des sites d'actualité lambda, Mmh. et qui vont pas créer de contenus originaux, mais qui vont reprendre tous les contenus pro-russes, que ce soit sur des chaînes Telegram, sur des médias d'État russes, etc. Donc blanchir ce contenu en masse et dans plein de langues. Et on a fait un audit des chatbots d'IA génératifs pour voir s'ils se faisaient prendre au piège, est-ce qu'ils répétaient les récits du réseau Pravda. Et dans 33% des cas, Mmh. les chatbots d'IA génératifs répétaient ces récits comme vrais, et non seulement faisaient ça, mais citaient les sites du réseau Pravda comme des sources, alors qu'on sait que c'est des sites connus de désinformation qui ont été
épinglé à multi-reprises par de multiples médias, organisations. Parce que quand l'information est sortie, moi je me souviens, je l'avais relayée et tous les gens autour de moi à qui je disais 33% en moyenne des résultats que vous donne en fait un chat GPT, Gemini, Claude, qui vous voulez, sont infectés par la propagande russe. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure et comme tu le rappelais, c'est pas forcément de la désinformation, mais c'est de la propagande. Et donc on reprend les termes. C'est une forme alors de propagande, de manipulation, de soft power, appelons-le comme on veut. En tout cas, ce sont les narratifs russes qui sont intégrés à des réponses d'outils qui sont diffusés massivement aujourd'hui. Occidentaux dont on se sert. Alors là, en l'occurrence, les 33%, c'était sur des récits faux. Donc, En plus, c'était c'était de sur des fausses informations du Kremlin. on vient d'évoquer les jeunes, on le sait, qui déportent leur consommation média, c'est pas très joliment dit, mais c'est comme ça, sur les réseaux sociaux depuis longtemps, sur le web, sur du TikTok, sur du machin, etc. Et puis de plus en plus sur de la Gen AI. Bon, est-ce que il y a pas de fumée sans feu? Est-ce que ça pose pas centralement la question de la confiance en général qui s'est érodée depuis des années, voire des décennies, sur tout ce qui est institutionnel et médias en particulier, surtout dans la mesure où les médias classiques, traditionnels, j'en tiens entre les mains, Le Monde par exemple, pour ne citer que lui, bah, sont aux mains précisément de patrons de grandes entreprises et donc il y a une supposition de collusion, de conflit d'intérêts, Kretinsky, Bolloré, j'en Mhm. passe et des meilleurs. Est-ce que aujourd'hui, ce qui se passe n'est pas aussi le fruit d'une forme euh, de fuite des médias traditionnels qui ont des conflits d'intérêts qui ne sont pas jugés totalement indépendants? Alors, je pense la déportation vers d'autres moyens de consommer l'actu, elle n'est pas que liée à la défiance, parce qu'elle est aussi liée à la facilité d'accès, Mmh. au fait que, voilà, effectivement, c'est super pratique, super facile d'aller obtenir une réponse sur Grok, par exemple, mais malheureusement, les utilisateurs posent des questions de plus en plus et on se rend compte que c'est pas fiable. Mmh. Donc, il y a quand même vraiment cet aspect d'accessibilité, de facilité qui joue, je pense. Mais la question de la confiance, elle est effectivement centrale. Et demain, pour reconstruire un environnement informationnel fiable, capable de se défendre face aux attaques, il va aussi falloir ramener vers des lieux sûrs des utilisateurs, que ce soit construire des IA fiables, donc apporter les garde-fous nécessaires en nourrissant les IA de données fiables sur l'information. Et ça peut être ça, plus les ramener vers des médias authentiques Ouais. dans lesquels on va rétablir la confiance. Et tu parlais de Kretinsky, des suspicions de conflits d'intérêts. Je pense que la transparence est devenue essentielle aujourd'hui. Mmh. Et ça, c'est quelque chose Est-ce que la qui... signature de partenariat avec justement Le Monde ou d'autres journaux, on pense aussi aux États-Unis, donc entre les plateformes IA qui veulent se racheter une virginité à la fois parce qu'elles ont d'abord piqué les données et donc là maintenant elles signent des partenariats, ça nous est vendu en tout cas le patron du Monde au moment de la signature avec OpenAI avait justifié que bah, au moins ça ramenait de l'information fiable, non frelatée, etc. Est-ce que c'est à ce prix-là qu'il faut viser davantage de transparence ou est-ce que comment on peut expliquer le fait qu'on ait plus confiance aujourd'hui dans des IA génératives dont on sait que par ailleurs elles hallucinent, même si tout le monde ne sait pas tout ce que tu viens de nous raconter, plutôt que des médias traditionnels, juste parce qu'ils sont détenus par des capitaines d'industrie? Alors, je pense que il faut faire de l'éducation sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde, il faut qu'il y ait une conscientisation, comme on dit, c'est un mot très très laid en français, mais des risques liés à l'IA générative, les hallucinations, le fait que même quand vous vous appuyez sur des sources sûres, je pense que vous avez vu cette étude de la BBC qui a demandé à 4 grands chatbots avec 100 questions liées à l'actualité de ne s'appuyer si possible que sur son site en lui donnant accès, alors que d'habitude elle bloque l'accès au chatbot à son site d'information. Dans 51% des cas, il y avait des problèmes significatifs avec les réponses. Donc même quand on s'appuie sur des données fiables, l'IA générative, elle va toujours peut-être halluciner, créer des problèmes, ajouter des sources des citations qui n'existent pas. Donc ça, je pense que déjà, il faut en avoir conscience. Partenariat entre les grandes plateformes d'IA générative et les grands médias, ça va dans le bon sens ou ça amène de nouveaux dangers? Ben, je pense que, alors, c'est important qu'il y ait des sources fiables, que les IA génératives soient nourries de davantage de données fiables que de données peu Ouais. fiables, apprennent à faire la différence entre
un article qui vient de la BBC ou du Monde et un article qui vient du réseau Pravda. Je pense que c'est bénéfique parce que pourquoi on peut contaminer les IA? Pourquoi la Russie peut contaminer les IA? Elle va le faire de manière efficace là où elle va blanchir de l'information, c'est-à-dire la produire en masse sur plein de médias, plein de réseaux, plein de sites dans plein de langues, et que par ailleurs, il y a un vide de données. Il n'y a pas de données contradictoires sur ce récit-là. Oui. Donc, si on arrive à nourrir avec assez de récits apportant une vision contradictoire par rapport à la désinformation sur certains sujets, c'est toujours positif. Après, le danger, il ne disparaît pas complètement. Mais je pense qu'il faut construire des garde-fous. Et parce qu'aujourd'hui, Fiabiliser leur source d'information en faisant ça. Il y a un Exactement. combat un petit peu frère du vôtre, qui est celui de Reporters sans frontières, qui tous les ans publie un classement des pays selon la liberté de la presse. Et la France, depuis des années déjà, fait figure de pas si bonne élève qu'on ne le croit, puisqu'elle est classée dans les pays orange. Et cette année, on est le 25e pays, on est en 25e position sur 180 pays évalués. Alors en quoi finalement les deux combats peuvent être frères, peuvent être rapprochés, celui de la désinformation et celui de la liberté de la presse? Et puis aussi, est-ce que tu as un peu un classement de la France en termes de désinformation par rapport à d'autres pays, de même qu'on l'a donc sur la liberté de la presse? Alors le classement de RSF sur la liberté de la presse, il a ses propres critères et notamment la raison pour laquelle la France est en 25e position. J'ai relu le rapport, c'est que voilà, ils estiment qu'il y a des outils insuffisants pour protéger la confidentialité des sources, qu'il y a une fragilisation de l'audiovisuel public, de sa rémunération, etc. Donc c'est des critères qui n'ont pas forcément directement trait à la désinformation en tant que telle, à ce que nous on va regarder, mais effectivement la liberté de la presse va avoir un impact direct sur est-ce qu'on peut produire du contenu de qualité, ça c'est une évidence. Et d'ailleurs le fait que nos deux organisations Un classement un peu un tri, tu vois, des pays selon leur ouais, niveau de désinformation, on serait aussi dans les pas si bons élèves que ça. Comment on se positionne? nous on évalue les sources, c'est un petit moyen d'évaluer, mais on évalue les sources d'information qui représentent 95% de l'engagement avec l'actualité dans chaque pays où on est. Donc, on est dans 9 pays. En France, il y a à peu près 30% des sites qu'on a évalués qui diffusent fréquemment de fausses informations. C'est à peu près Mmh. équivalent à ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est beaucoup plus important que dans d'autres pays européens. Donc c'est sûr que la France est un pays où il y a énormément de sources diffusant fréquemment de fausses informations. Et quand je parle de fausses informations, là encore, on n'est pas dans le jugement, dans l'opinion, puisque nos critères sont complètement apolitiques. C'est vraiment des informations fausses et on peut vous expliquer pourquoi. Alors, Typiquement, par exemple, Zelensky n'a pas acheté des yachts et la villa de Sting et l'ancien château de Goebbels avec l'argent de l'aide à l'Ukraine. Ce genre d'infox.